Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours de Howard Zinn, le chapitre 8. Nous ne prenons rien par conquête, Dieu merci. Le colonel Ethan Allen Hitchcock, soldat de son état, diplômé de l'académie militaire, commandant du 3e régiment d'infanterie et grand lecteur de Shakespeare, Chaucer, Hegel et Spinoza, écrivit dans son journal: Fort Jesup, Louisiane, 30 juin 1845. Des ordres nous sont parvenus hier soir par express de Washington, exigeant du général Taylor qu'il prenne sans attendre position sur la côte près de la Sabine ou ailleurs. Aussitôt que le général aura des nouvelles de l'acceptation par la Convention du Texas des résolutions d'annexion votées par notre Congrès, il devra positionner au plus vite la totalité de ses troupes sur la frontière sud du Texas et camper sur la rive du Rio Grande ou à proximité. Il est chargé, ensuite, de repousser toutes forces armées mexicaines qui tenteraient de le traverser. Bliss m'a lu les ordres rapidement hier à la retraite du soir. J'ai à peine pu fermer l'œil de la nuit, tant je réfléchissais aux préparatifs nécessaires. Je prends maintenant ces notes au réveil, à la lueur des bougies, en attendant le signal du rassemblement. La violence engendre la violence, et si ce mouvement de notre part n'entraîne pas des représailles et un bain de sang, c'est que je me trompe fort. En l'occurrence, Hitchcock ne se trompait pas. L'acquisition de la Louisiane par Jefferson avait doublé le territoire des États-Unis en l'étendant jusqu'aux Rocheuses. Au sud-ouest se trouvait le Mexique, qui avait pris son indépendance après une guerre révolutionnaire contre l'Espagne en 1821, un vaste territoire qui incluait le Texas et ses territoires qui forment aujourd'hui le Nouveau-Mexique, l'Utah, l'Arizona, la Californie, le Nevada, ainsi qu'une partie du Colorado. En 1836, après un soulèvement organisé, avec le soutien des États-Unis, le Texas s'était séparé du Mexique pour se proclamer république à une seule étoile. En 1845, le Congrès américain l'intégrait à l'Union en tant qu'État à part entière. James Polk siégeait alors à la Maison-Blanche. Ce démocrate expansionniste avait confié à son secrétaire à la marine, le soir même de son investiture, que l'un de ses principaux objectifs était d'acquérir la Californie. L'ordre donné au général Taylor de faire avancer les troupes jusqu'au Rio Grande était une véritable provocation à l'encontre des Mexicains. En effet, rien ne prouvait que le Rio Grande fût la frontière sud du Texas, bien que les autorités de cet État eussent contraint le général mexicain Santa Anna à le reconnaître lorsqu'il avait été fait prisonnier. La frontière traditionnelle entre le Texas et le Mexique était le Nueces River, quelques 250 km plus au nord. Le Mexique et les États-Unis étaient tombés d'accord à ce sujet. Pourtant, Polk, en encourageant les Texans à accepter l'annexion, les avait assurés qu'ils soutiendraient leurs revendications sur le Rio Grande. Le général Taylor, opposé au début à l'idée d'une annexion du Texas, sembla changer d'attitude après avoir reçu l'ordre de marcher jusqu'au Rio Grande. La visite qu'il rendit à Hitchcock pour discuter de ce mouvement de troupes est décrite dans le journal de ce dernier. Il semble avoir perdu tout respect pour les droits des Mexicains et accepte d'être l'instrument de M. Polk pour repousser notre frontière aussi loin à l'ouest que possible. Lorsque je lui ai dit que s'il proposait un mouvement de troupes dans ce sens, ce qu'il compte faire, M. Polk se saisirait de l'occasion et en rejetterait toute la responsabilité sur lui. Il a déclaré immédiatement qu'il l'assumerait. Il a même ajouté que si le président l'autorisait à agir comme il le jugeait bon, il ne demanderait pas d'ordre et se rendrait jusqu'au Rio Grande dès qu'il aurait obtenu les moyens de transport nécessaires. J'ai l'impression que le général souhaite un galon supplémentaire et fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'obtenir. Taylor mena ses troupes jusqu'à Corpus Christi, au Texas, sur la rive de la Nueces River, où il attendit de nouvelles instructions qui lui parvinrent en février 1846. Longer la Gulf Coast jusqu'au Rio Grande. L'armée de Taylor se déplaçait en colonne parallèle à travers la prairie, des éclaireurs en avant-garde et sur les flancs et le train de ravitaillement à l'arrière. Puis, ayant progressé le long d'une piste étroite traversant le chaparral très dense, les soldats américains arrivèrent à destination le 28 mars 1846
Au milieu de champs cultivés et d'habitations aux toits de chaume précipitamment abandonnés par leurs occupants mexicains qui avaient rejoint, sur l'autre rive du Rio Grande, la ville de Matamoros. Ouverture d'une parenthèse. Le chaparral est un maquis d'arbustes xérophiles. Fermeture de la parenthèse. Taylor installa son camp et commença l'édification d'un fort tout en dirigeant ses canons vers les petites maisons blanches de Matamoros, dont les habitants observaient avec curiosité l'armée qui s'installait sur la rive de ce fleuve si paisible. Le Union, journal de Washington, qui exprimait la position du président Polk et celle du Parti démocrate, avait expliqué assez tôt, en 1845, les raisons de l'annexion du Texas. Que l'importante mesure sur l'annexion du Texas s'accomplisse et qu'on règle avec lui les questions de la frontière et des revendications de terre. Car qui peut arrêter le flot impressionnant qui se déverse toujours plus vers l'ouest? La route de la Californie nous sera ouverte, qui pourrait en effet ralentir la marche de nos concitoyens à l'ouest. Il aurait pu parler d'une progression pacifique vers l'ouest si, dans le même journal, on avait pu lire par ailleurs qu'un régiment de volontaires parfaitement organisé pourrait envahir et se répandre au Mexique et finalement l'occuper. Il nous permettrait ainsi non seulement de prendre la Californie, mais également de la conserver. Quelque temps après, à l'été 1845, John O. Sullivan, rédacteur en chef de la Democratic Review, utilisa cette formule devenue fameuse. C'est la destinée manifeste du peuple américain que de se répandre sur le continent que la Providence lui a assigné afin de permettre le libre développement de notre population qui croît annuellement de plusieurs millions d'individus. Destinée manifeste, en effet. Au printemps 1846, il ne manquait plus qu'un incident militaire pour déclencher cette guerre tant souhaitée par Polk. Il survint en avril, quand l'intendant du général Taylor, le colonel Cross, disparut au cours d'une expédition le long du Rio Grande. Son corps fut retrouvé 11 jours plus tard, le crâne défoncé. On prétendit qu'il avait été assassiné par une bande de guérilleros mexicains ayant osé traverser la rivière. Au cours d'une cérémonie funèbre militaire organisée sous les yeux des Mexicains de Matamoros rassemblés sur les toits de leur maison, Cross eut droit à un service religieux et à 3 salves tirées en son honneur. Le jour suivant, le 25 avril, une patrouille de soldats américains fut encerclée et attaquée par les Mexicains qui firent 16 morts et plusieurs blessés et prisonniers. Taylor fit alors parvenir un message au gouverneur de Louisiane et du Texas afin qu'il recrute 5000 volontaires conformément aux recommandations de la Maison-Blanche qu'il avait autorisé à agir ainsi avant même qu'il ne parte pour le Texas. Il adressa également à Polk un message rédigé en ces termes. On peut désormais considérer que les hostilités ont commencé. Les Mexicains avaient tiré les premiers, mais, ce faisant, selon le colonel Hitchcock, ils répondaient parfaitement aux souhaits du gouvernement américain. Peu de temps avant que ne surviennent les premiers incidents, Hitchcock écrivait dans son journal. Dès le départ, j'ai dit que les États-Unis sont les agresseurs. Nous n'avons pas le moindre droit de nous trouver ici. C'est comme si le gouvernement avait envoyé une troupe peu nombreuse dans l'intention de provoquer la guerre afin de s'offrir un prétexte pour s'emparer de la Californie et d'autant d'espace qu'il le voudra. En effet, quoi qu'il advienne de cette armée-ci, il ne fait aucun doute qu'il y aura une guerre entre les États-Unis et le Mexique. Cette affaire ne me plaît pas. Mais en tant que soldat, il me faut obéir aux ordres. En outre, avant ces premiers incidents, Taylor avait adressé des messages à Polk qui permirent au président de faire remarquer qu'il était fort probable que les hostilités débutent bientôt. Le 9 mai, avant même que l'on ait reçu des nouvelles d'une bataille quelconque, Polk suggérait à son cabinet de rédiger une déclaration de guerre prétextant des contentieux financiers entre le Mexique et les États-Unis ainsi que le refus par le Mexique de recevoir le négociateur américain John Slidell. Polk a noté dans son propre journal ce qu'il avait dit lors de cette réunion du cabinet. J'ai annoncé que si nous n'avions pas encore entendu parler d'actes d'agression de la part des Mexicains, le danger n'en était pas moins imminent de voir de tels actes se produire. J'ai dit également que, selon moi, nous avions suffisamment de raisons de faire cette guerre et qu'il était impossible,
de rester plus longtemps silencieux, tant le pays se montrait impatient et agité à ce sujet. Le pays n'était nullement impatient et agité. Mais le président, à l'évidence, l'était. Lorsque les dépêches de Taylor concernant les pertes dues aux attaques mexicaines lui parvinrent finalement, Polk convoqua le cabinet pour lui apprendre la nouvelle. À l'unanimité, on décida que le président se devait de demander que l'on déclare la guerre. Polk s'indigna devant le Congrès. Les limites du supportable étaient déjà dépassées avant même que nous ne recevions ces informations en provenance de la frontière del Norte, le Rio Grande. Mais à présent, après des menaces réitérées, le Mexique a franchi la frontière des États-Unis, envahi notre territoire et versé le sang américain sur le sol américain. La guerre ayant déjà commencé, malgré tous nos efforts pour l'éviter, par la faute du Mexique lui-même, nous devons, par devoir et par patriotisme, de faire valoir vigoureusement nos droits, notre honneur et les intérêts du pays. Polk présenta l'envoi des troupes américaines sur le Rio Grande comme une indispensable mesure de légitime défense. John Schroeder affirme, dans son Mr. Polk's War, que c'était en fait exactement l'inverse. Le président Polk avait provoqué la guerre en envoyant des soldats américains dans ce qui était un territoire certes disputé, mais historiquement peuplé et contrôlé par les Mexicains. Le Congrès s'empressa d'approuver la déclaration de guerre, toujours selon Schroeder. La majorité démocrate de la Chambre, bien disciplinée, répondit avec un empressement et une efficacité redoutables aux propositions de guerre faites par Polk le 11 mai 1846. La masse des documents officiels accompagnant la proposition de guerre et supposés venir appuyer les propos de Polk ne fut pas même examinée. Le débat sur les dispositifs prévus pour fournir des volontaires et sur le budget affecté à la guerre ne dura que 2 heures, dont la majeure partie fut consacrée à la lecture d'un ensemble de documents divers. Ainsi la véritable discussion sur la question ne dura-t-elle qu'une petite demi-heure. Les Whigs, plus ou moins opposés à une guerre contre le Mexique, n'étaient cependant pas défavorables à l'expansion territoriale. Ils désiraient la Californie, mais souhaitaient l'obtenir sans combattre. Comme Schroeder le fait remarquer, ils souhaitaient un expansionnisme commercial destiné à assurer un débouché sur la façade pacifique sans pour autant devoir recourir à la guerre. En fin de compte, ils n'étaient pas assez profondément opposés à toute action militaire pour l'empêcher d'avoir lieu en refusant d'affecter des hommes et des fonds. Ils redoutaient qu'on les accuse de mettre la vie de soldats américains en péril en les privant du matériel nécessaire pour combattre. En conséquence, les Whigs votèrent massivement avec les démocrates la résolution de guerre, 174 voix pour et 14 contre. L'opposition était constituée de Whigs passionnément anti-esclavagistes et d'une petite poignée d'extrémistes, comme les qualifia un membre du Congrès représentant le Massachusetts, qui vota en faveur de la guerre. Le débat qui eut lieu au Sénat ne dura qu'une journée, et selon l'historien Frédéric Merck, la tactique de la précipitation y fut de nouveau utilisée. La déclaration de guerre y passa par 40 voix pour et 2 contre, les Whigs s'étant de nouveau joints aux démocrates. Durant toute la guerre, selon Schroeder, la minorité politique de sensibilité Whig se contenta de harceler verbalement l'administration tout en votant tous les crédits que la campagne militaire exigeait. Le journal des Whigs, le National Intelligencer de Washington, campa également sur cette position. John Quincy Adams, qui avait voté initialement avec les 14 têtes de mule, vota plus tard tous les efforts de guerre. Abraham Lincoln ne siégeait pas encore au Congrès lorsque la guerre commença. Il n'eut l'occasion de s'exprimer et de voter sur le sujet qu'après son élection en 1846. Sa question de l'emplacement est restée fameuse. Il mit le président Polk au défi de préciser l'emplacement exact où le sang américain avait été versé sur le sol américain. Néanmoins, Lincoln n'essaiera jamais d'arrêter la guerre en votant contre l'envoi d'hommes et de matériel. S'exprimant devant la Chambre des représentants le 27 juillet 1848 pour soutenir la candidature du général Zachary Taylor à la présidence, il déclara : « Mais, comme le général Taylor est,
par excellence, le héros de la guerre mexicaine, et comme vous-même, démocrate, dites que nous, les Whigs, nous sommes toujours opposés à la guerre, il pourrait paraître surprenant, voire très embarrassant, que nous soutenions le général Taylor. L'idée selon laquelle nous nous sommes toujours opposés à cette guerre est vraie ou fausse, selon le sens que l'on donne à l'expression « s'opposer à la guerre ». Si affirmer que la guerre a été, de manière à la fois inutile et inconstitutionnelle, commencée par le président, c'est s'opposer à la guerre, alors les Whigs s'y sont très généralement opposés. Faire défiler l'armée au milieu d'une colonie paisible de Mexicains, effrayer ses habitants jusqu'à les faire fuir, les obliger à livrer leurs récoltes en cours et leurs propriétés à la destruction peut vous sembler une démarche amicale, pacifique et non provocante. Ce n'est pas, cependant, ce qu'il nous semble à nous. Mais si, lorsque la guerre est commencée et devient une cause nationale, offrir notre argent et notre sang, comme vous l'avez fait vous aussi, c'était supporter la guerre, alors il n'est pas vrai que nous nous soyons systématiquement opposés à la guerre. À quelques rares exceptions, vous avez toujours obtenu nos voix lorsqu'il s'agissait de voter les moyens nécessaires à sa conduite. Une poignée de membres anti-esclavagistes du Congrès refusèrent de voter systématiquement les budgets de guerre, considérant la campagne mexicaine comme un moyen d'étendre les propriétés esclavagistes du Sud. L'un d'entre eux, Joshua Giddings, de l'Ohio, orateur redoutable au physique imposant, qualifiait la guerre mexicaine de guerre aussi agressive et impie qu'injuste. Il justifiait son vote contre les attributions d'armes et d'hommes en ces termes. Je ne veux prendre aucune part, ni maintenant ni plus tard, dans l'assassinat de Mexicains sur leur propre sol ou dans le vol de leur pays. La culpabilité de ces crimes retombera sur les autres, je n'y participerai pas. Et Giddings rappela que les Whigs britanniques avaient déclaré au Parlement anglais en 1776, pendant la Révolution américaine, qu'ils ne voteraient jamais les crédits destinés à mener une guerre répressive contre les Américains. Après que le Congrès eut voté la guerre en mai 1846, il y avait eu des manifestations et des rassemblements en faveur de la guerre. À New York, à Indianapolis, à Baltimore, à Philadelphie et dans bien d'autres endroits encore. Des milliers de gens se portèrent volontaires pour le service. Le poète Walt Whitman écrivit dans l'Eagle de Brooklyn aux premières heures de la guerre. Oui, le Mexique doit être sévèrement châtié, que nos armes soient désormais portées de manière à apprendre au monde entier que, bien que nous n'aimions pas les querelles, l'Amérique sait comment frapper et connaît les moyens de s'étendre. Outre cette agressivité, certains pensaient aussi que les États-Unis feraient don de la liberté et de la démocratie à de nombreux autres peuples. Tout cela teinté d'un évident sentiment de supériorité raciale, du désir de mettre la main sur les formidables terres de Californie et du Nouveau-Mexique, ainsi que d'arrière-pensées d'aventures commerciales à travers le Pacifique. L'Illinois State Register demandait, à propos de la Californie, si on supporterait longtemps que ces jardins des délices restent assoupis dans sa luxuriance sauvage et improductive. Des multitudes d'Américains entreprenants se presseront vers ces prairies riches et accueillantes. Le bourdonnement de l'industrie anglo-américaine se fera entendre dans ces vallées. Des villes s'élèveront dans ces plaines et sur ces côtes maritimes, et les ressources et richesses de la nation en augmenteront de façon inestimable. L'American Review, de son côté, évoquait des Mexicains s'abandonnant à un peuple supérieur investissant leur territoire, bouleversant leurs coutumes, les surpassant, les soumettant et épuisant leur sang appauvri. Le Herald de New York déclarait en 1847 que la nation yankee tout entière est en mesure de régénérer et de libérer le peuple mexicain en quelques années, et nous croyons qu'il est en partie dans notre destinée de civiliser ce merveilleux pays. Un courrier adressé au New York Journal of Commerce invoquait Dieu. Le souverain suprême de l'univers semble intervenir et soutenir l'énergie de l'homme qui se consacre à l'humanité tout entière. Son action me semble pouvoir être reconnue dans le succès même de nos armes. En outre, il paraît certain que sauver 7 millions d'âmes de tous les vices qui infestent la race humaine est son objectif évident. Le sénateur
H.V. Johnson croyait également que ce serait faillir à une noble mission que de refuser d'accepter les glorieux desseins d'une sage providence. La guerre a ses méfaits. De tout temps elle a été le ministre de la mort et de désolations effrayantes et systématiques. Mais aussi, impénétrable qu'elle nous soit, elle a aussi été créée par le dispensateur omniscient des événements, comme l'instrument de l'accomplissement du grand objectif de l'élévation humaine et du bonheur de l'homme. C'est habité par cette certitude que je souscris à la doctrine de la destinée manifeste. Le Congressional Globe du 11 février 1847 publiait la lettre d'un M. Gill du Maryland. Je tiens pour acquis que nous accroîtrons notre territoire et devons le faire avant de refermer les portes du temple de Janus. Nous devons marcher d'un océan à l'autre. Nous devons progresser du Texas droit vers le Pacifique et ne nous arrêter que face à son flot grondant. C'est la destinée de la race blanche, la destinée de la race anglo-saxonne. Ouverture d'une parenthèse. Janus est une divinité romaine représentée avec deux visages opposés. Les portes du temple de Janus, à Rome, fermées en temps de paix, étaient ouvertes en temps de guerre pour permettre aux dieux de se porter au secours des Romains. Fermeture de la parenthèse. À l'inverse, la société américaine contre l'esclavage affirmait que la guerre n'était entreprise que dans le but détestable et horrifiant d'étendre et de perpétuer l'esclavage américain à travers le vaste territoire du Mexique. Un jeune poète bostonien et abolitionniste de 17 ans, James Russell Lowell, commença la rédaction de poèmes satiriques dans le Courrier de Boston. Ils furent plus tard réunis sous le titre de Biglow Papers. On y entend un fermier de Nouvelle-Angleterre, Ozzie Biglow, discutant de la guerre dans son dialecte personnel. Pour la guerre, j'appelle ça un meurtre, c'est clair, un point c'est tout, et je bougerai pas de ça. Jusqu'à dans mon testament. Ils peuvent toujours parler de liberté et dire qu'ils sont francs du collier. C'est rien qu'un grand cimetière pour les droits de notre race. Ils veulent juste la Californie pour y mettre des états d'esclaves, pour vous tromper, vous mépriser et vous plumer à fond. La guerre à peine commencée, à l'été 1846, un écrivain de Concord, Massachusetts, Henry David Thoreau, refusa de payer les impôts réclamés par l'État pour dénoncer la guerre mexicaine. Il fut jeté en prison et y passa la nuit entière. Ses amis ayant, sans son consentement, payé pour lui, il fut relâché. 2 années plus tard, il donna une conférence, Résistance au gouvernement civil, qui fut ensuite publiée sous la forme d'un essai intitulé Désobéissance civile. Il ne faut pas nourrir un respect excessif pour la loi ou le droit. La loi n'a jamais rendu les hommes ne serait-ce qu'un peu plus justes, et par le respect qu'ils professent pour elle, même les individus les mieux disposés se font quotidiennement les agents de l'injustice. L'un des résultats naturels et des plus communs de ce respect indu pour la loi est qu'on peut régulièrement voir une colonne de soldats, défilant dans un ordre admirable à travers collines et vallons pour se rendre à la guerre, malgré eux, contre leur conscience et en dépit du sens commun, mais néanmoins au pas cadencé et le cœur battant. Son ami et collègue, Ralph Waldo Emerson, d'accord avec lui, jugeait cependant qu'il était vain de protester. Lorsque Emerson rendit visite à Thoreau dans sa cellule et lui demanda ce qu'il y faisait, on raconte que Thoreau répondit « Et toi, qu'est-ce que tu fais dehors ?» Les différentes confessions religieuses furent pour la plupart soit ouvertement en faveur de la guerre, soit timidement silencieuses. En général, aucune d'elles, excepté les congrégationalistes, les Quakers et les Unitariens, ne s'opposa clairement à la guerre contre le Mexique. Pourtant, un pasteur baptiste, le révérend Francis Wayland, président de la Brown University, donna 3 sermons dans la chapelle de l'université au cours desquels il déclara que seule la légitime défense justifiait les guerres et qu'en cas de guerre injuste, l'individu devait lui résister moralement et refuser de la soutenir financièrement. Le révérend Theodore Parker, ministre de l'Église unitaire de Boston, combinait la critique éloquente de la guerre avec un profond mépris pour les Mexicains. Peuple lamentable, lamentable par ses origines, son histoire et son caractère, qui devrait finalement céder la place, comme les Indiens l'avaient fait avant lui.
Oui, les États-Unis devaient s'étendre, disait-il, mais pas par la guerre. Par la simple force des idées et du commerce, ainsi que par le développement progressif de la race supérieure, avec ses idées supérieures et sa civilisation supérieure. En étant meilleur que le Mexique, plus sage, plus humain, plus libre et plus viril. En 1847, Parker militait pour une résistance active à la guerre. Qu'il soit indigne d'un habitant de la Nouvelle-Angleterre de s'enrôler, pour un marchand de la Nouvelle-Angleterre de prêter son argent ou ses navires pour venir en aide à cette guerre indigne. Qu'il soit indigne d'un fabricant de construire un seul canon, une seule épée, ou de fournir un seul baril de poudre pour tuer nos frères. Ce racisme dont fait montre Parker était largement répandu. Delano, membre du Congrès, représentant de l'Ohio et Whig anti-esclavagiste, s'opposait farouchement à la guerre tant il redoutait que les Américains se mélangent avec un peuple inférieur qui présente tout l'éventail des couleurs, et qui, par une lamentable mixture de sang espagnol, anglais, indien et nègre, entraîne, dit-on, l'apparition d'une race d'individus paresseux et ignorants. Plus la guerre durait et plus l'opposition se faisait forte. La Société américaine pour la paix fit paraître un journal, l'Advocate of Peace, qui publiait poèmes, discours, pétitions et sermons contre la guerre, ainsi que des témoignages vécus sur les horreurs de la guerre et sur la dégradation des conditions de vie dans les rangs de l'armée. Les abolitionnistes, par l'intermédiaire du Liberator de William Lloyd Garrison, dénonçaient la guerre comme une entreprise d'agression, d'invasion, de conquête et de pillage, caractérisée par la brutalité, la perfidie et toutes les autres facettes de la perversité nationale. En considération des efforts intenses des dirigeants nationaux pour susciter un soutien patriotique à la guerre, l'ampleur des critiques et de l'opposition déclarée était particulièrement significative. Des rassemblements pacifistes eurent lieu malgré les troubles organisés par des groupes patriotiques. L'armée s'approchant toujours plus près de Mexico, le Liberator affirma audacieusement son espoir de voir les forces américaines vaincues. Tous ceux qui, à travers le monde, aiment la liberté et l'humanité doivent souhaiter aux Mexicains la plus éclatante des victoires. Nous espérons seulement que, si un sang devait être versé, ce soit celui des Américains, et que les prochaines nouvelles nous annonceront que le général Scott et toute son armée sont tombés aux mains des Mexicains. Si nous ne lui souhaitons, à lui comme à ses troupes, aucun désagrément physique, nous espérons néanmoins la plus éclatante défaite. Frederick Douglass, un ancien esclave au formidable talent d'orateur et d'écrivain, déclara dans le North Star, son journal de Rochester, le 21 janvier 1848, que dans cette guerre contre une république sœur aussi cruelle et injuste que scandaleuse, le Mexique semblait être la victime toute désignée de la cupidité et de la soif de domination anglo-saxonne. Douglas méprisait la timidité des opposants à la guerre lorsqu'il s'agissait de mener des actions concrètes. Même les abolitionnistes continuaient de payer leurs impôts. La détermination que montre notre président esclavagiste à poursuivre la guerre et la probabilité qu'il réussisse à se procurer, pour la mener à bien, des hommes et des crédits est rendue plus assurée que douteuse par la pitoyable opposition qu'il rencontre. Nul politicien, distingué et de renommée considérable, ne semble désireux de hasarder sa popularité ni celle de son parti, en désapprouvant ouvertement et sans restriction cette guerre. Personne ne semble vouloir défendre la paix par tous les moyens possibles, et tous paraissent désirer que la guerre se poursuive d'une manière ou d'une autre. Où se situait l'opinion publique dans ce débat? Il est difficile de le dire. Après l'engouement du début, les engagements volontaires commencèrent à diminuer. Les élections de 1846 prouvèrent qu'il existait à l'égard de Polk une forte aversion, mais sans qu'il soit possible de l'attribuer à la guerre. Au Massachusetts, un membre du Congrès, Robert Winthrop, qui avait voté en faveur de la guerre, fut élu magistralement contre un Whig pacifiste. Schroeder en conclut que, bien que la popularité de Polk se fût effondrée, l'enthousiasme général pour la guerre contre le Mexique demeurait fort. Mais il s'agit là d'une supposition. On n'interrogeait pas à l'époque l'opinion publique. Quant aux élections, rappelons que la majorité de la population ne votait pas. Dès lors, comment connaître son opinion sur la guerre? Les historiens de cette guerre ont évoqué bien légèrement le peuple et l'opinion publique.
à l'exemple de Justin H. Smith, dont l'ouvrage en 2 volumes, The War with Mexico, a longtemps fait figure de référence sur le sujet. Bien entendu, affirme-t-il, l'existence d'une opinion favorable à la guerre au sein de notre peuple ne peut qu'être admise, car telle est la nature des gouvernements populaires. Les preuves qu'en apporte Smith, néanmoins, ne doivent pas tant au peuple qu'aux journaux qui prétendent s'en faire l'écho. Le Herald de New York titrait en août 1845 « Les masses réclament la guerre ». Et le Journal of Commerce de New York, à moitié par dérision, à moitié sérieusement, écrivait « Partons en guerre. Le monde est devenu triste et insipide, tous les navires doivent être capturés, les cités abattues, et le globe mis à feu et à sang, afin que nous puissions redémarrer. Ça pourrait être drôle, quelque chose d'intéressant, dont on puisse parler. » Le Morning News de New York annonçait que les esprits jeunes et ardents, qui se pressent dans les villes, exigent un exutoire à leur énergie et leur attention se porte déjà sur le Mexique. Les journaux relayaient-ils le sentiment de l'opinion publique ou l'inspiraient-ils? Ceux qui font état de ce sentiment, comme J. H. Smith par exemple, expriment de fortes convictions en faveur de la guerre. Smith, qui dédie son livre à Henry Cabot Lodge, l'un des plus ardents défenseurs de l'expansionnisme de l'histoire des États-Unis, établit une longue liste des péchés mexicains à l'encontre des États-Unis et conclut en déclarant « Il revenait donc à notre gouvernement, en tant que garant de la dignité et des intérêts nationaux, d'appliquer le remède. » À propos de la déclaration de guerre de Polk, il déclare qu'en vérité, aucun autre comportement n'aurait pu être à la fois plus patriotique et plus rationnel. S'il est donc impossible d'évaluer l'ampleur du soutien populaire en faveur de la guerre, il existe en revanche des preuves que de nombreux travailleurs s'organisèrent pour s'y opposer. Avant la guerre, lorsqu'on discutait encore de l'annexion du Texas, des rassemblements de travailleurs en Nouvelle-Angleterre protestèrent contre cette idée. Un journal de Manchester, New Hampshire, affirmait « Nous avons gardé jusqu'ici le silence en ce qui concerne l'annexion du Texas car nous voulions savoir si notre nation tenterait ou non d'accomplir un acte aussi bas qui donnerait aux hommes qui se nourrissent du sang des autres l'opportunité d'aller plus loin encore dans le péché de l'esclavage. N'avons-nous pas déjà suffisamment d'esclaves ?» Philip Foner rappelle qu'il y eut des manifestations de travailleurs irlandais contre l'annexion du Texas à New York, Boston et Lowell. En mai, lorsque la guerre avec le Mexique commença, les travailleurs new-yorkais organisèrent un grand rassemblement pour s'y opposer. De nombreux travailleurs irlandais y participèrent. Les orateurs y présentèrent la guerre comme un complot fomenté par les propriétaires esclavagistes et exigèrent un retrait immédiat des troupes américaines des territoires en question. La même année, une convention de l'Association des travailleurs de Nouvelle-Angleterre condamna la guerre et annonça que les travailleurs ne prendraient pas les armes pour soutenir les esclavagistes du Sud dans leur tentative de voler leur travail à 1/5 de nos concitoyens. Au tout début de la guerre, quelques journaux protestèrent également. Horace Greeley écrivit dans la Tribune de New York du 22 mai 1846. « Nous pouvons facilement vaincre les armées du Mexique, massacrer les Mexicains par milliers et même les pourchasser jusque dans leur capitale. Nous pouvons conquérir et annexer leur territoire. Et puis quoi? La ruine des libertés grecques et romaines consécutives à de telles annexions par le glaive ne nous aurait-elle rien appris? Qui peut croire qu'une suite de victoires sur le Mexique et l'annexion de la moitié de leur province nous apporteront plus de liberté, une moralité plus élevée et une industrie plus prospère que celle que nous possédons déjà? La vie n'est-elle pas assez misérable comme cela, et la mort ne vient-elle pas assez tôt sans avoir à recourir à la hideuse machine de guerre? Que dire de ceux qui combattirent durant cette guerre? Ces soldats qui marchèrent, suèrent, tombèrent malades ou moururent. Les soldats mexicains, les soldats américains. Nous connaissons peu de choses sur la réaction des soldats mexicains. Nous savons que le régime mexicain était despotique. Le Mexique, peuplé en majorité d'Indiens et de Métis, était dirigé par les créoles, les blancs d'origine espagnole. Il y avait 1 million de créoles, 2 millions de Métis et 3 millions d'Indiens. Le peu d'entrain naturel des paysans à combattre pour défendre un pays possédé par les propriétaires terriens fut-il balayé par un élan nationaliste contre l'envahisseur? En revanche,
nous en savons beaucoup plus sur l'armée américaine, composée de volontaires et non de conscrits, attirés par l'argent et l'opportunité d'une ascension sociale via une promotion dans les forces armées. La moitié de l'armée du général Taylor se composait de récents immigrants, irlandais et allemands pour la plupart. Aux alentours des années 1830, 1% de la population des États-Unis était née à l'étranger. À l'époque de la guerre contre le Mexique, ils étaient 10%. Leur patriotisme n'était pas très virulent. Leur adhésion à tous les arguments que l'on pouvait trouver dans les journaux ne devait pas l'être non plus. D'ailleurs, nombre d'entre eux désertèrent pour rejoindre le camp des Mexicains, attirés par l'argent que ceux-ci leur offraient. Certains s'enrôlèrent dans l'armée mexicaine et formèrent leur propre bataillon, le bataillon San Patricio du Saint-Patrick, cher aux Irlandais. Il semble bien y avoir eu au début un certain enthousiasme au sein de l'armée, attisé par le montant de la solde et le patriotisme. L'esprit guerrier était assez fort dans l'État de New York, dont la législature autorisa le gouverneur à engager 50 000 volontaires. On pouvait lire sur certaines affiches « Le Mexique ou la mort ». Il y eut des rassemblements de foule de quelques 12 000 personnes à Philadelphie et 3 000 volontaires dans l'Ohio. Cet esprit originel s'essouffla rapidement. À Greensboro, Caroline du Nord, une femme rapporta dans son journal, à la date du mardi 5 janvier 1847. Aujourd'hui, il y a eu un rassemblement général, et M. Gorel et M. Henry ont fait des discours. Le général Logan les a reçus dans la rue et a demandé à tous les volontaires de le suivre. Comme il allait et venait dans la rue, j'ai vu 6 ou 7 personnes assez patibulaires qu'il suivait, et ce pauvre Jim Lane marchait en tête. Combien de misérables créatures ont été et devront encore être sacrifiées sur l'autel de l'orgueil et de l'ambition. Des affiches demandaient aussi des volontaires dans le Massachusetts. Hommes du vieil Essex, hommes de Newburyport, ralliez-vous à l'audacieux, au brave et courageux Cushing. Il vous mènera à la victoire et à la gloire. Ces affiches promettaient, en outre, une solde de 7 à 10 $ par mois, ainsi qu'une prime fédérale de 24 $ et 64 hectares de terre. Un jeune homme répondit anonymement dans le Chronicle de Cambridge. Loin de moi l'idée de vous rejoindre ou de participer de quelque façon que ce soit à cette guerre injuste contre le Mexique. Je n'ai aucun désir de participer à de si glorieuses boucheries d'hommes et d'enfants comme on a pu en voir lors de la prise de Monterrey, etc. Je ne souhaite pas non plus me mettre sous l'autorité d'un petit tyran militaire, au moindre caprice duquel je serai contraint d'obéir implicitement. Non, monsieur. Aussi longtemps que je peux travailler, manger ou me rendre à l'hospice, je n'irai pas au Mexique pour coucher sur un sol détrempé, y mourir à moitié de faim, à moitié rôti, bouffé par les moustiques et les mille pattes, piqué par les scorpions et les tarentules, marcher, faire l'exercice, être fouetté, puis être collé là pour me faire tirer dessus. Tout ça pour 8 $ par mois et des rations pourries. Non, j'irai pas. Les boucheries humaines ont fait leur temps et un jour viendra bientôt où le soldat professionnel sera mis sur le même plan que le bandit, le bédouin ou la brute. On fit de plus en plus état d'hommes contraints à se porter volontaires ou obligés de s'enrôler. Un certain James Miller, de Norfolk, Virginie, se plaignit de s'être laissé persuader, sous l'influence d'une quantité inhabituelle d'eau-de-vie, de signer un formulaire d'enrôlement dans l'armée. Le lendemain matin, j'étais traîné à bord d'un bateau à Fort Monroe et enfermé durant 16 jours dans la salle de garde, ajouta-t-il. On faisait des promesses extravagantes et on pratiquait le mensonge éhonté pour monter des unités de volontaires. Un homme qui écrivit l'histoire des volontaires de New York rappelait que, s'il est certes cruel d'arracher les hommes noirs à leur patrie, il est plus cruel encore d'arracher l'homme blanc à son foyer par de fausses promesses et de l'obliger à abandonner femme et enfants, sans argent ni protection, à la plus froide des saisons, pour aller mourir sous un climat malsain et étranger. Bien des hommes s'étaient engagés pour aider leur famille, n'ayant pas de travail et s'étant vus offrir 3 mois de solde d'avance et la promesse qu'ils pourraient mettre de côté une partie de leur paie pour l'envoyer à leur famille pendant leur absence. Je déclare, sans embâche, que le régiment au complet n'a pu être levé que par la fraude. On a menti aux soldats, à la ville de New York et au gouvernement des États-Unis. À la fin de 1846, le recrutement s'effondrant,
on en abaissa les critères physiques. En outre, toute personne fournissant des recrues acceptables obtenait 2 $ par tête. Même cela ne fonctionna guère. Début 1847. Le Congrès autorisa 10 nouveaux régiments de l'armée régulière à servir pendant la durée de la guerre en leur promettant 40 hectares de terre du domaine public pour leur permettre un retour honorable à la vie civile. Pourtant, l'insatisfaction continuait à croître. Les volontaires se plaignaient qu'on accordât aux soldats professionnels un traitement de faveur. Les engagés se plaignaient d'être traités en inférieur par les officiers. De surcroît, la réalité des combats vint rapidement souffler le froid sur les rêves de gloire et sur toutes ses promesses. Sur le Rio Grande, devant Matamoros, l'armée mexicaine, forte de quelques 5000 hommes sous les ordres du général Arista, faisait face aux 3000 soldats des troupes du général Taylor. Les obus se mirent à voler et l'artilleur Samuel French vit son premier mort au cours d'un combat. John Weems relate ainsi l'événement. Il était justement en train de regarder un cavalier pas loin de lui lorsqu'il vit une balle ricocher sur la selle, traverser le corps de l'homme et ressortir de l'autre côté dans un jaillissement rougeâtre. Des morceaux d'os ou de métal pénétrèrent dans la croupe du cheval, puis arrachèrent la langue et fracassèrent les dents d'un deuxième cheval pour aller finir leur course dans la mâchoire d'un troisième. Le lieutenant Grant, avec le 4e régiment, vit une balle atteindre les rangs proches de lui, faire tomber le fusil des mains d'un homme, lui rafler le visage et défigurer un capitaine de ses amis. Lorsque la bataille cessa, 500 Mexicains étaient morts ou blessés. Les pertes américaines s'élevaient à une 50aine d'hommes. Weems évoque ensuite les suites de la bataille. Des hommes épuisés dans leurs sacs de couchage qui s'écroulent de sommeil sur l'herbe piétinée de la prairie, tandis qu'autour d'eux, d'autres soldats prostrés des deux armées crient ou gémissent, blessés agonisants. Dans la lumière sinistre des torches, la scie du chirurgien s'activait toute la nuit. À l'écart du champ de bataille, dans les campements de l'armée, le charme des affiches de recrutement était rapidement oublié. À l'été 1845, un jeune officier d'artillerie écrivait à propos des hommes basés à Corpus Christi avant même que la guerre ne commence. Nous nous devons à présent de mentionner les maladies, les souffrances et les morts imputables à une négligence criminelle. 2 tiers des tentes de campagne de l'armée étaient déchirées ou moisies, utilisées dans une contrée noyée sous le déluge 3 mois par an. De novembre à décembre, la pluie tombait avec violence. Les pluies furieuses du nord noyaient les piquets de tentes et déchiraient les toiles pourries. Durant des jours et des semaines, chaque accessoire, dans des centaines de tentes, était complètement trempé. Au cours de ces terribles mois, les souffrances des malades dans les infirmeries de campagne surpeuplées dépassaient l'imagination. Le 2e régiment du Mississippi, se déplaçant vers la Nouvelle-Orléans, était transi de froid et miné par la maladie. Le chirurgien du régiment témoigna. 6 mois après que notre régiment se fut engagé dans l'action, 167 hommes étaient morts et 134 autres renvoyés à la vie civile. Le régiment fut confié au service des transports, 800 hommes dans 3 bateaux. Le chirurgien poursuivait. Le nuage noir de la maladie continuait à planer au-dessus de nous. Les cales des bateaux furent rapidement pleines de malades. La puanteur y était insupportable. La mer se fit agiter. Dans la longue nuit sombre, le roulis jetait les malades d'un côté à l'autre, meurtrissant ses chairs contre les rudes coins de sa couchette. Les cris furieux des délirants, les lamentations des malades et les gémissements mélancoliques des mourants nous maintenaient dans une confusion continuelle. Durant 5 semaines, nous sommes restés confinés dans les profondeurs des bateaux, et avant que nous n'accostions aux Brazos, nous avions confié 28 de nos hommes aux flots sombres. Pendant ce temps, aussi bien par voie de terre que par la mer, les forces anglo-américaines entraient en Californie. Un jeune officier de marine, après le long voyage contournant le Cap Horn et remontant la côte jusqu'à Monterey, Californie, confia à son journal. « L'Asie sera à notre porte. La population se déversera dans les régions fertiles de la Californie. Les ressources du pays tout entier s'accroîtront. Les terres s'étendant de chaque côté de la voie, de chemin de fer, de déserts qu'elles étaient deviendront des jardins et un grand nombre de gens viendront s'y installer. » En Californie, il s'agissait d'une autre guerre,
au cours de laquelle les Anglo-Américains attaquèrent des implantations espagnoles, volèrent des chevaux et déclarèrent l'indépendance de la Californie vis-à-vis du Mexique, donnant naissance à la République de l'Ours. L'officier de marine Révéré réunit les chefs indiens qui vivaient là et leur déclara ceci. « Je vous ai fait réunir pour parler avec vous. Le pays que vous habitez n'appartient plus au Mexique, mais à une très puissante nation dont le territoire s'étend du grand océan que vous avez tous vu, ou dont vous avez déjà entendu parler, à un autre grand océan à des milliers de kilomètres vers le soleil levant. Je suis un officier de ce grand pays et pour venir jusqu'ici, j'ai navigué sur ces deux grands océans dans un bateau de guerre qui, dans un bruit terrible, jette des flammes et projette des instruments de destruction, apportant la mort à tous nos ennemis. Nos armées sont en ce moment au Mexique et vont bientôt conquérir tout le pays. Mais vous n'avez rien à craindre de nous si vous faites ce qui est juste. Si vous êtes fidèles à vos nouveaux maîtres, nous sommes là pour préparer cette magnifique région à l'usage d'autres hommes, car la population du monde entier a besoin de plus de place. Ici, il y a assez de place pour des millions de gens qui occuperont et cultiveront le sol. Si vous acceptez les autres, si vous agissez comme il faut, vous n'aurez pas à vous retirer. Vous pouvez apprendre facilement, mais vous êtes paresseux. J'espère que vous changerez vos habitudes et deviendrez industrieux et frugaux. Abandonnez tous les misérables vices que vous pratiquez. Si vous restez paresseux et gaspilleurs, il se pourrait que vous disparaissiez dans les années à venir. Nous devons veiller sur vous et vous offrir la vraie liberté. Mais prenez garde aux traîtrises, à l'anarchie et à tous les autres crimes, car l'armée qui vous protège peut assurément punir également, et elle vous atteindra même dans vos caches les plus secrètes. Le général Kearney pénétra aisément au Nouveau-Mexique. Santa Fe tomba sans combattre. Un officier de l'état-major américain décrivit la réaction des populations mexicaines lors de l'entrée de l'armée américaine dans la ville. Notre entrée dans la ville fut extrêmement guerrière, sabre au clair et regard meurtrier. Dans les coins, des hommes à l'attitude maussade et au regard oblique nous observaient avec attention, sinon avec terreur, et les regards noirs suivaient nos colonnes de cavaliers de derrière les jalousies. Certains brillaient de plaisir, mais d'autres s'emplissaient de larmes. Lorsque le drapeau américain eut été hissé et que les canons eurent fait résonner de glorieux saluts nationaux du sommet de la colline, l'émotion refoulée des femmes ne put être contenue. Les hurlements de chagrin couvraient le fracas de nos chevaux et nous parvenaient aux oreilles du fond des bâtisses lugubres qui nous environnaient. Cela se passait en août. En décembre, à Taos, Nouveau-Mexique, les Mexicains se révoltèrent contre la domination américaine, comme un rapport sur les événements adressé à Washington en témoigne. La plupart des personnalités les plus influentes au nord du territoire étaient impliquées dans la rébellion. Celle-ci fut réprimée et l'on procéda à des arrestations. Mais de nombreux rebelles réussirent à s'enfuir et continuèrent à mener des attaques sporadiques, tuant un certain nombre d'Américains puis se cachant dans les montagnes. L'armée américaine les poursuivit. Au cours d'un combat désespéré dans lequel 600 ou 700 rebelles étaient engagés, 150 d'entre eux trouvèrent la mort. La révolte sembla définitivement éteinte. Los Angeles se souleva également. En septembre 1846, les Mexicains forcèrent la garnison américaine de l'endroit à se rendre. Les États-Unis ne reprirent la ville qu'au mois de janvier suivant, après une bataille sanglante. Le général Taylor, ayant franchi le Rio Grande et occupé Matamoros, se dirigea ensuite vers le sud du Mexique. Sur le territoire mexicain, ses volontaires se montrèrent de moins en moins disciplinés. On pilla les villages. À l'été 1846, un officier relatait dans son journal que lorsqu'il atteignit Burita autour de 17 heures, la plupart des volontaires de Louisiane s'y trouvaient déjà, une meute avinée sans foi ni loi. Ils avaient expulsé les habitants de leur maison et s'excitaient les uns les autres à se conduire comme des bêtes. Les viols commencèrent également à se multiplier. Lorsque les soldats remontèrent le Rio Grande jusqu'à Camargo, la chaleur devint insupportable. L'eau n'était plus potable et les maladies se multiplièrent, diarrhée, dysenterie, etc., jusqu'à faire 1 millier de morts. Au début, les corps étaient enterrés au son de la sonnerie aux morts exécutée par un orchestre militaire.
Puis les décès devinrent trop nombreux et on abandonna les rituels funéraires militaires. Plus au sud, au cours d'une autre bataille où hommes et chevaux agonisaient, un officier évoqua le sol rendu glissant par l'écume et le sang mêlé. L'armée de Taylor s'empara de Monterey. Juste après, il fit état de quelques honteuses atrocités commises par des Texas Rangers qu'il renvoya chez eux une fois leur temps de service achevé. Mais d'autres n'en continuèrent pas moins à piller et à assassiner les Mexicains. Un groupe d'hommes, issus d'un régiment du Kentucky, firent irruption au domicile d'un Mexicain qu'ils expulsèrent et dont ils violèrent la femme. Les guérilleros mexicains se vengèrent cruellement. Au fur et à mesure que les armées américaines progressaient, les batailles devenaient plus nombreuses. Elles firent plusieurs milliers de morts de chaque côté, plusieurs milliers de blessés et plusieurs milliers de malades. Au cours d'un combat, au nord de Chihuahua, 300 Mexicains furent tués et 500 autres blessés selon les rapports américains, qui ne mentionnent que quelques pertes du côté anglo-américain. Les chirurgiens sont actuellement occupés à soulager les blessés mexicains, et c'est misère que de voir cette montagne de jambes et de bras amputés. Un capitaine d'artillerie nommé John Vinton évoquait, dans une lettre à sa mère, sa navigation vers Veracruz. Le temps est délicieux, nos troupes sont en bonne santé et ont un bon moral. Tout semble devoir nous sourire et nous promettre le succès. Je redoute seulement que les Mexicains ne viennent pas à notre rencontre et évitent le combat. En effet, tout gagner sans opposition après nos gigantesques et coûteux préparatifs ne nous offrirait à nous officiers aucune opportunité d'exploit ou d'honneur. Vinton mourut au siège de Veracruz. Les bombardements américains de la ville se transformèrent en massacres indéterminés de civils. L'un des boulets tirés d'un navire atteignit le bâtiment de la poste et d'autres éclatèrent un peu partout en ville. Un témoin mexicain écrivit: Le poste chirurgical, situé dans le couvent de Santo Domingo, a souffert des tirs de canon et plusieurs de ses occupants ont été tués par les fragments des bombes qui s'écrasèrent à cet endroit. Au cours d'une opération sur un homme blessé, l'explosion d'un obus éteignit les lumières. Quand d'autres éclairages furent apportés, le patient fut découvert déchiqueté et de nombreux autres morts ou blessés. La ville se rendit au bout de 2 jours, après avoir été la cible de 1300 obus. Un reporter du Delta de la Nouvelle-Orléans écrivait que les Mexicains estimaient leurs pertes entre 500 et 1000 tués et blessés, mais tous s'accordaient à dire que les pertes dans les rangs des soldats sont comparativement peu élevées au regard des morts parmi les femmes et les enfants. Le colonel Hitchcock, arrivant dans la ville, affirmait qu'il n'oublierait jamais le terrible tir de nos mortiers, frappant avec une horrible précision et explosant dans un fracas funèbre, bien souvent chez les civils. C'était affreux. Je frémis rien que d'y repenser. Néanmoins, en soldat obéissant, Hitchcock rédigea pour le général Scott une sorte de discours au peuple mexicain qui fut imprimé par dizaines de milliers d'exemplaires, en espagnol et en anglais, et dans lequel il déclarait, entre autres choses: Nous ne vous voulons aucun mal. Nous vous traitons avec civilité, et nous ne sommes en aucune façon vos ennemis. Nous ne pillons votre peuple, ni n'insultons vos femmes ou votre religion. Nous ne sommes là que dans l'espoir d'obtenir la paix. Ce sont là les propos de Hitchcock le soldat. À présent, écoutons Wilms, l'historien. Si Hitchcock, le philosophe pacifiste de toujours, a pu paraître tomber d'accord avec Henry David Thoreau dans sa description des petits fortins et magasins militaires mobiles mis au service de l'homme peu scrupuleux installé au pouvoir, on ne doit pas oublier que Hitchcock était avant tout un soldat, et même un bon soldat, comme en ont témoigné ses supérieurs successifs. Il s'agissait d'une guerre menée par une élite américaine contre une élite mexicaine, chaque camp excitant, exploitant et tuant sa propre population aussi bien que celle de l'autre. Le commandant en chef des armées mexicaines, Santa Anna, avait maté rébellion sur rébellion. Ses troupes avaient, elles aussi, violé et pillé à la suite de chaque victoire. Lorsque le colonel Hitchcock et le général Winfield Scott pénétrèrent dans la propriété personnelle de Santa Anna, les murs de sa maison étaient couverts de somptueux tableaux. Mais la moitié de son armée était morte ou blessée.
Le général Scott se mit en marche pour une ultime bataille, la prise de Mexico, avec 10 000 soldats. Ces derniers n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de se battre. Après 3 jours de marche, à Jalapa, 7 de ces 11 régiments s'évaporèrent, leur temps de service étant terminé. Justin H. Smith écrit qu'il aurait sans doute été agréable de s'attarder à Jalapa, mais les soldats avaient appris ce qu'une campagne militaire signifiait concrètement. Ils avaient dû marcher sans solde et sans nourriture. Ils avaient rencontré des difficultés et privations non annoncées lors du recrutement. Maladies, combats, morts, travaux épouvantables et marches harassantes étaient devenus des réalités. Malgré leur profond désir de voir les palais des Montezuma, seuls quelques 3700 hommes se réengagèrent. À peine de quoi constituer une compagnie. Même les offres spéciales faites par le général pour les faire rester en tant qu'auxiliaires se révélèrent parfaitement inefficaces. Aux abords de Mexico, à Churubusco, Mexicains et Américains s'affrontèrent durant 3 heures. Selon Wims, ces champs autour de Churubusco étaient à présent couverts de milliers de corps humains ainsi que de cadavres de chevaux et de mules qui bloquaient les routes et emplissaient les fossés. 4000 Mexicains étaient morts ou blessés, 3000 autres étaient prisonniers, parmi lesquels 69 déserteurs de l'armée américaine qui se mirent sous la protection des officiers de Scott afin d'échapper à leurs anciens camarades qui voulaient les mettre à mort. Les Américains, eux, perdirent 1 millier d'hommes, tués, blessés ou disparus. Comme souvent, au cours des guerres, les batailles se déroulaient sans véritable objectif. Après l'un de ces combats autour de Mexico qui entraîna de terribles pertes, un lieutenant de la marine critiqua le général Scott pour avoir commis une erreur qui avait provoqué la bataille et avoir combattu avec des forces trop peu nombreuses et pour un objectif inexistant. Lors de la bataille finale pour Mexico, les troupes américaines occupèrent les hauteurs de Chapultepec. Elles pénétrèrent dans cette ville de 200 000 habitants après que le général Santa Anna se fût enfui vers le nord. On était en septembre 1847. Un commerçant mexicain écrivit à l'un de ses amis à propos des bombardements de la ville que certains quartiers avaient été entièrement détruits et qu'un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants étaient morts ou blessés. Le général Santa Anna fit retraite jusqu'à Huamantla, où une autre bataille eut lieu qui l'obligea à s'enfuir de nouveau. Un lieutenant de l'infanterie décrivit à ses parents ce qu'il s'était passé après qu'un officier nommé Walker eût été tué dans la bataille. Le général Len nous a dit de venger la mort du brave Walker et de prendre tout ce qui pouvait nous tomber sous la main. On peut dire que son ordre a été merveilleusement et terriblement suivi. Les soldats ont commencé par enfoncer les portes des vendeurs de rhum et, excités par l'alcool, ont commis les pires outrages. Ils arrachèrent leurs vêtements aux femmes, vieilles ou jeunes, et nombre d'entre elles ont subi bien pire. Les hommes furent assassinés par dizaines. Les biens, les églises, les magasins et les domiciles ont été mis à sac. Des cadavres de chevaux et d'hommes s'empilaient, tandis que les soldats ivres, poussant des cris et des hurlements, enfonçaient les portes des maisons ou poursuivaient de pauvres Mexicains qui avaient fui la leur pour tenter de sauver leur vie. J'espère n'avoir jamais à assister de nouveau à une telle scène. Cela m'a donné une image lamentable de la nature humaine et m'a rendu pour la première fois honteux de mon pays. Les rédacteurs des Chronicle of the Gringos résument ainsi l'attitude des soldats américains pendant la guerre. Bien qu'ils se fussent portés volontaires pour aller à la guerre et que l'écrasante majorité d'entre eux eussent rempli leurs engagements, affrontant sans broncher les difficultés et la bataille et se comportant aussi bien qu'un soldat est en mesure de le faire dans un pays hostile, ils n'aimaient pas l'armée. Ils n'aimaient pas la guerre, et plus généralement, ils n'aimaient pas le Mexique et les Mexicains. La majorité d'entre eux n'aimaient pas ce boulot, se plaignaient de la discipline et du système de caste de l'armée, et étaient surtout désireux de s'en sortir et de rentrer à la maison. Un volontaire de Pennsylvanie, cantonné à Matamoros vers la fin de la guerre, écrivit « Nous subissons ici une discipline très stricte. Certains de nos officiers sont de très braves gens, mais les autres sont parfaitement tyranniques et brutaux envers les simples soldats. Cette nuit, durant l'exercice, un officier a fendu le crâne d'un soldat avec son épée. Mais le temps pourrait venir bientôt où les officiers et les soldats seront sur un pied d'égalité. La vie de soldat est décidément répugnante. » Dans la nuit du 15 août 1847,
les régiments de volontaires de Virginie, du Mississippi et de Caroline du Nord se rebellèrent contre le colonel Robert Treat Paine dans le nord du Mexique. Paine tua l'un des mutins, mais 2 de ses lieutenants refusèrent de l'aider à réprimer la mutinerie. Les rebelles furent finalement graciés pour permettre le retour au calme. La désertion s'amplifia. En mars 1847, l'armée comptait 1 millier de déserteurs. Le nombre total de déserteurs durant la guerre s'élevait à 9 207 soldats, dont 5 331 de l'armée régulière et 3 876 volontaires. Ceux qui ne désertaient pas devenaient de plus en plus difficiles à contrôler. Le général Cushing qualifiait 75 hommes de ce type, dans le 1er régiment d'infanterie du Massachusetts, d'incorrigibles mutins indisciplinés. Toute la gloire de la victoire revint au président et aux généraux, et non aux déserteurs, aux morts et aux blessés. Dans le 2e régiment d'infanterie légère du Mississippi, 167 soldats étaient morts de maladie. 2 régiments de Pennsylvanie, qui étaient partis forts de 1800 soldats, revinrent avec seulement 600 hommes. John Calhoun, de Caroline du Sud, déclara au Congrès que 20% des soldats étaient morts sur le champ de bataille ou de maladie. Les volontaires du Massachusetts, au nombre de 630 au début, finirent la guerre avec quelques 300 morts, pour la plupart de maladie. Lors de la réception qui honorait leur retour, leur commandant, le général Cushing, fut cependant porté en triomphe par ses hommes. Le Chronicle de Cambridge écrivit: des accusations de nature extrêmement sérieuse contre l'un ou l'autre de ces responsables militaires sortent quotidiennement de la bouche des volontaires. Comme les vétérans revenaient chez eux, les spéculateurs sortirent immédiatement de leurs trous pour acheter les titres de propriété que le gouvernement leur avait attribués. De nombreux soldats, en manque cruel d'argent, vendirent leurs 64 hectares de terre pour moins de $50. Le Commercial Advertiser de New York annonçait en juin 1847. Il est de notoriété publique que d'immenses fortunes s'étaient faites au détriment des pauvres soldats qui avaient versé leur sang pendant la guerre d'indépendance par des attentistes qui avaient su profiter de leur détresse. Un système identique de dépossession s'est organisé autour des soldats de la dernière guerre. Le Mexique capitula. Certains Américains demandèrent que l'on annexe l'ensemble du pays. Le traité de Guadalupe-Hidalgo, ratifié en février 1848, se contentait de la moitié. La frontière du Texas fut déplacée jusqu'au Rio Grande. Le Nouveau-Mexique et la Californie furent cédés aux États-Unis, qui versèrent en retour 15 millions de dollars au Mexique, autorisant ainsi le Whig Intelligencer à conclure: nous ne prenons rien par conquête. Dieu merci.